Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast, nous allons aborder une œuvre théâtrale intitulée « Le complexe de Thénardier ». Alors, c'est une œuvre réalisée par José Plia, né en 1966 à Cotonou, au Bénin. Et dans une interview accordée à Africulture, en 2003, José Plia disait de lui « Je suis d'origine béninoise, de nationalité française, de culture francophone, de sympathie hispanophone et de parcours anglophone. » Alors, c'est un auteur réellement multiculturel. Pour la pièce, Le complexe de Thénardier, réalisé en 2001 et pour laquelle il a reçu en 2003 le prix du Jeune Théâtre de l'Académie française, José Plia met en scène deux personnages. Alors Nicolas, on connaissait le complexe d'Oedipe, mais pas le complexe de Thénardier. Faut-il s'attendre à une relecture des Misérables ? Alors évidemment, la référence est très claire à l'œuvre de Victor Hugo, donc dans Les Misérables, je le rappelle, la petite Cosette est confiée au Thénardier par sa mère, Fantine, qui ne peut pas garder l'enfant pour trouver un travail dans les villes avoisinantes, et donc elle confie à ce couple d'aubergistes sa fille en pensant qu'ils s'occuperont bien d'elle. Elle se tue littéralement au travail pour fournir une pension au Thénardier afin qu'il réponde à tous les besoins de sa fille. Et évidemment, les Thénardier en profitent, réclament toujours plus et inventent des besoins, des maladies pour Cosette qui justifient qu'ils réclament des sommes toujours plus importantes, alors que tout ceci est faux, que la pauvre Cosette est réduite à la domesticité la plus servile, qu'elle est vêtue de haillons, qu'elle accomplit toutes les tâches les plus basses de la maison. Pendant ce temps, sa mère, qui croit offrir une vie convenable à sa fille, se tue au travail. Elle y rencontrera un certain nombre de problèmes qui la feront sombrer dans la prostitution. Elle finira par vendre ses cheveux, ses dents, jusqu'à ce qu'on la retrouve morte un matin sur le trottoir. Et tout ça pour pouvoir donner ce qui était nécessaire à sa fille, alors qu'en fait, sa fille était maltraitée et que c'était les Thénardier qui profitaient de la situation. Donc on est ici face à un complexe qui serait celui de l'exploitation. Donc le mot complexe renvoie, comme tu l'avais dit, à quelque chose de l'ordre du complexe d'Oedipe, c'est-à-dire une façon de nommer, à partir d'un personnage littéraire, comme l'a fait Freud, une pulsion qui serait inscrite dans la psyché humaine. Donc ça a une sorte de prétention psychanalytique que la pièce va chercher effectivement à illustrer. C'est une histoire de domination, d'exploitation, d'asservissement qui nous est présentée dans ce duel entre deux femmes, Vido d'un côté et celle que le texte intitule La mère, même si ce n'est pas la mère de Vido. Oui, alors c'est une petite pièce, le manuscrit, donc le livre il fait 50 pages, mais ce sont 50 pages très denses. Nicolas, toi et moi nous en avions parlé du théâtre, c'est un petit peu délicat parce que le théâtre se voit, il se vit, mais ici, il faut quand même reconnaître que c'est un texte qu'on a aussi grand plaisir à lire, même si on ne le voit pas au théâtre. Alors les personnages, tu les as évoqués, Nicolas, ce sont Vido, une jeune femme, et une femme mûre, la mère. Alors il serait bien vain de vouloir dresser un portrait de ces personnages dans l'immédiat, tant ils changent, et on découvre les facettes de leur personnalité
personnalité tout au long de la pièce, et moi je trouve qu'ils sont carrément insaisissables. J'irai pas jusqu'à dire insaisissable, puisque finalement ce titre, le complexe de Thénardier, pose une sorte d'arrière-fond psychanalytique, et c'est effectivement un petit peu sur cette dynamique de la cure psychanalytique que la pièce est construite. On va voir progressivement émerger un certain nombre de réalités inavouées et souvent inavouables, qui permettront quand même, je pense, de caractériser assez bien ces personnages, même si effectivement leur situation est en crise, hein, et c'est en cela que la pièce est un petit bijou, mais de facture assez classique. On retrouve ici cette construction d'une pièce sur la notion de moment critique, hein, comme on le trouvait dans le théâtre classique, ou avec cette fameuse unité de temps qui supposait qu'on choisisse un moment de crise particulier. Je repense à Britannicus de Racine, où c'est le jour de la naissance d'un monstre. C'est la naissance de Néron, le jour où Néron bascule de la vertu dans le vice. Eh bien ici, c'est un petit peu aussi une crise à laquelle nous assistons, puisque la jeune fille, Vido, veut partir, veut quitter le foyer de la mère, qui, comme je le disais, n'est pas vraiment sa mère, mais avec laquelle elle a noué peut-être des relations qui y ressemblent assez bien, puisque Vido est orpheline, ses parents sont morts, ou en tout cas c'est ce qu'on prétend. Ils ont été déportés suite à un génocide qui aurait sévi quelques années plus tôt, quand elle était plus jeune. Alors tu parles de génocide, Nicolas. C'est un auteur francophone, il faut le reconnaître. Est-ce que tu y vois une allusion directe au Rwanda, qui est le génocide le plus proche chronologiquement, qui s'est déroulé en 1994? Alors, c'est vrai qu'en tant que lecteur français, moi, ma première compréhension de la pièce a été d'y voir une allusion à la Seconde Guerre mondiale et donc à la persécution, au génocide des Juifs, ces Juifs donc qui étaient cachés par des gens d'ailleurs qu'on appelait les justes, et c'est d'ailleurs ces termes qui réapparaîtront dans la bouche de Vido pour remercier la mère. Vous êtes une juste, vous nous avez sauvés de la mort, mais bon, d'autres éléments de la pièce renvoient à des horizons historiques différents. On nous parle à un moment d'un soldat aux cheveux bleus. Bon, le soldat aux cheveux bleus, on imagine bien qu'il s'agit d'une métaphore des casques bleus de l'ONU qui sont intervenus dans différents pays pour maintenir la paix. Et donc, oui, on peut penser aussi au génocide du Rwanda ou à tout autre génocide, puisque je pense que cette indétermination vise évidemment à donner à ce complexe de Thénardier toute l'universalité que son titre nous promet. Alors dans cette pièce, tu l'as dit, c'est l'histoire d'une domination, mais il y a quand même une évolution au niveau de la dramaturgie, parce que les rôles ne sont pas figés. Hein. C'est certes l'histoire d'une dépendance, d'une servitude, mais au courant de cette petite pièce qui va durer quoi, 1 heure et quart, il y a une évolution. Oui, alors c'est un match de boxe, un petit peu comme Ionesco qui disait qu'il faut aller au théâtre comme on va à un match de boxe. Ben là, pour le coup, je trouve que cette image décrit très bien la pièce de José Plia, qui, d'une certaine manière, reprend aussi la fameuse dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, et c'est justement tout ce rapport de maître à esclave. Rappelons quand même que le couple maître-esclave ou maître-serviteur, c'est le couple fondamental de toute l'histoire du théâtre, et ici on le voit remis en tension de manière vraiment spectaculaire avec, eh bien, du coup, une évolution des rapports de force, hein, qui dit domination dit rapport de force, que quelqu'un va l'emporter sur l'autre, et c'est ces positions qui vont effectivement changer au cours de ce duel, un duel qui passe essentiellement par
par la parole, et où on va découvrir effectivement que celle qui est la maîtresse, celle qui semble avoir effectivement l'autorité et le pouvoir, à savoir la mère, son autorité repose sur des bases bien fragiles que Vidot va savoir ébranler. Alors cette mère, elle a quand même une flopée de stratégies, elle a quand même une sacrée roublardise. Il faut dire qu'au niveau du pouvoir, c'est une experte. Oui, alors elle va effectivement tout mettre en œuvre pour maintenir Vidot enfermé chez elle. La mère aurait sauvé Vidot du génocide qui frappe son peuple, comme elle dit. Ses parents en auraient déjà été victimes et elle aurait sauvé l'enfant qui était Vidot en la cachant chez elle. Mais la cacher, ça veut dire aussi la maintenir enfermée, coupée du monde extérieur, et la mère n'arrête pas de prétendre que si Vidot sort, c'est la mort qui l'attend, puisqu'ils n'attendent que les autorités, la police, les menaces extérieures, n'attendent qu'une chose, c'est de mettre la main sur elle. Donc elle va à la fois l'intimider, lui faire peur, la culpabiliser aussi, parce que si elle se fait prendre, elle dénoncera peut-être ceux qui l'ont cachée et protégée. Donc c'est tout le monde qu'elle mettrait en danger. Elle va essayer aussi de la séduire en lui offrant quelques avantages, en lui offrant son fils Igor, qu'elle satisfasse ses envies sexuelles. Elle va elle-même menacer de la dénoncer. Donc tout un panel de stratégies qui vise toujours à un but, la maintenir enfermée, maintenir le statu quo dans lequel elle est la maîtresse, Vidot est l'esclave qui accomplit toutes les tâches besogneuses de la maison, donc qui est réduite à une domesticité la plus servile qui soit. Et face à elle, on a une Vidot qui est un peu frappée du syndrome de Stockholm parce que elle la considère un peu comme sa mère, cette femme dont elle pense qu'elle l'a sauvée effectivement de la mort. Bon, d'un autre côté, elle ressent sans trop le dire que sa situation est bien ingrate, elle se fait disputer tout le temps, son travail n'est jamais fait comme on voudrait, donc elle est constamment humiliée, rabaissée, et donc on lui donne toujours des tâches de nettoyage, pas forcément toujours nécessaires d'ailleurs, pour la maintenir dans cette espèce de servilité. Mais elle, face à tout cela, elle a un désir, ma foi, je pense assez naturel, celui d'être libre. Oui. Et c'est ce désir de liberté qu'elle va opposer à toutes les arguties de la mère. Et dans cette lutte des désirs, je pense qu'ici on va pas spoiler cette pièce. Dans cette lutte des désirs, c'est quand même ce désir de liberté qui va finir par l'emporter. Tout à fait, parce que dans cet affrontement, d'un point de vue argumentatif, on dirait que c'est toujours la mère qui l'emporte. Hein, c'est elle qui a l'autorité. Après tout, elle lui explique que si elle sort, elle va mourir, que si elle se fait prendre, elle va dénoncer sous la torture ceux qui l'ont aidée. Donc ce sont plein d'arguments qui pourraient convaincre bien des gens, mais malgré cela, Vidot veut partir, presque de manière irrationnelle, mais c'est un désir profond, lié à une intuition. Elle a rêvé donc d'un soldat aux cheveux bleus qui... pas un rêve. Elle dit que c'est pas un rêve, elle dit que c'est une rencontre, et puis après, bon, ça reste quand même quelque chose d'assez onirique, et qui montre ce désir intérieur d'échapper à sa condition et à l'enfermement terrible qui est son lot. Alors c'est une pièce vraiment passionnante, et moi, Nicolas, j'aimerais qu'on poursuive la discussion autour de l'analyse de cette pièce. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention. Merci Nicolas. À la semaine prochaine.